Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence Épilepsie, en parler plus pour la traiter mieux. Alors en termes de fréquence, l'épilepsie est la deuxième maladie neurologique chronique, donc derrière la migraine. Plus de 650 000 personnes en souffrent, soit 1% de la population. Et donc, chaque jour, une personne fait une crise d'épilepsie. Les thérapeutiques progressent et pourtant, cette maladie reste méconnue. Et il y a souvent des idées fausses qui circulent à son propos, d'où l'importance de cette conférence. Nous avons le grand plaisir donc d'accueillir le professeur Fabrice Bartholomé. Vous êtes professeur de neurologie, chef du service épileptologie, je vais y arriver, et rythmologie cérébrale de l'hôpital de la Timone. Christophe Lucas, également, vous êtes président d'Épilepsie France, et Véronique Allegrini, donc vous êtes épileptique depuis l'âge de 19 ans et vous allez nous apporter votre témoignage. Les échanges vont être animés par Anne Jean-Blanc, journaliste santé au point. Anne. Merci beaucoup. Alors pour commencer, je trouvais qu'il était important qu'on ait des témoignages de patients parce que l'épilepsie, on en parle peu, on en parle mal. Et donc nous avons deux patients qui sont, un papa de patient et une patiente qui représentent un petit peu les deux extrêmes de ce qu'on peut vivre dans cette maladie aux formes extrêmement multiples, comme on va le voir avec Monsieur Bartholomé. Véronique, votre entrée dans l'épilepsie, c'était quand et c'était comment ? Dans le micro très proche, oui. J'ai commencé à en souffrir, j'avais 19 ans. Je ne savais pas du tout ce qu'était l'épilepsie. Et un jour, je travaillais et ma sœur a cru que j'étais en train de mourir. Elle a couru pieds nus en face, chercher un docteur. Et là, on a réalisé que j'avais fait une crise d'épilepsie. Mais personne dans ma famille ne savait ce que c'était. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et vous, Christian, pardon, excusez-moi. Christophe, vous voyez, j'ai les deux prénoms. Donc, vous, c'est votre fils qui a déclaré une épilepsie. Ce que vient de dire Véronique, en fait, on le retrouve, moi je le retrouve avec mon fils, mais on le retrouve quasiment dans toutes les situations. C'est-à-dire que les gens il y a un choc, c'est un choc de la vie. La crise est un choc elle-même, mais pour l'entourage, c'est un choc en général. Moi oui. C'était mon fils. Il avait 10 ans et la première crise est forcément, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on n'a aucune idée de ce qui se passe, l'entourage. Donc il était quoi ? Il était en train de jouer ? Il était chez vous ? Je dirais même, moi pour vous dire, il était sur un banc en train de discuter avec son grand-père et d'un seul coup, la crise a démarré. Il a perdu connaissance en plus, ça a été très loin parce qu'il a été réanimé. Mais ce choc-là, c'est-à-dire que vous l'avez, vous, en tant que parent, et le patient là aussi, mais aussi les services de secours, parce que les secours qui étaient là, eux-mêmes, ils avaient une méconnaissance de la maladie. On s'est retrouvé avec des pompiers ou des SAMU qui ne savaient pas trop ce que c'était comme crise, qu'est-ce qui se passait. Oui. Donc c'est le choc global en fait. Oui. Et alors votre fils qui malheureusement est décédé avait une forme d'épilepsie extrêmement rare. Vous m'avez dit qu'il y avait moins de 10 cas en France. Il y a moins de 10 cas en France, il y en a 5 connus, il y en a 60 dans le monde. Il avait un syndrome particulier qui est le syndrome de Lafora. Qui est une dégénérescence liée à une accumulation du glycogène dans le cerveau, en fait, qui va annihiler plus ou moins, au fur et à mesure, toutes les capacités. Oui. Alors ça m'amène à me tourner vers vous, Monsieur Bartholomé, parce que finalement, on voit bien que l'épilepsie, elle est multiforme. Oui, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce sont des maladies effectivement multiples. Le point commun de toutes ces maladies, ce sont des activités électriques anormales. Je crois qu'il y a d'abord une slide qui va illustrer vos propos. Effectivement, oui. Voilà. Passer. Alors, je vais le passer. Voilà. Donc effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des maladies d'abord du cerveau, c'est la première chose. Ce sont des maladies du cortex cérébral, c'est-à-dire la partie la plus superficielle du cerveau. Et vous savez que le cerveau, c'est un organe bioélectrique dont le fonctionnement est intimement lié à l'échange d'informations à travers des rythmes. Ces rythmes sont produits par les assemblées de neurones dans chaque région spécialisée. Donc l'épilepsie, fondamentalement, c'est une maladie qui va changer au moment de la crise les rythmes EEG, c'est-à-dire électroencéphalographiques ou électriques du cerveau, vers des rythmes anormaux. Et selon la localisation dans le cerveau, vous allez avoir des symptômes très, très variables.
Alors on va y revenir après, je pense, mais le signe le plus classique, c'est effectivement la perte de conscience, vigilance, avec parfois des convulsions. Est-ce qu'elle est systématique, cette crise de perte de vigilance ? Voilà, perte de vigilance, c'est souvent la première crise, mais très souvent, il y a d'autres manifestations. Tout dépend de la région impliquée. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ce que j'ai mis sur cette diapositive, c'est que les causes sont très variables. On a entendu Christophe parler d'une maladie qu'avait son fils, une maladie de la Foras, une maladie génétique avec une neurodégénération du cerveau. C'est évidemment une cause très rare. Il y a beaucoup d'autres causes, des causes parfois lésionnelles, c'est-à-dire qu'on peut avoir une lésion d'origine infectieuse, traumatique, parfois malformative dans le cerveau, qui donne une épilepsie. Et puis très souvent, c'est une prédisposition familiale. Et puis dans à peu près un tiers des cas, il n'y a pas de cause reconnue en fait. Alors la cause traumatique, quand nous avons préparé cette table ronde, Véronique, vous m'avez dit que vous avez eu un accident de la route 1 an auparavant et que vous pensez vraiment que c'était la cause. Est-ce que les médecins sont d'accord avec vous sur cette hypothèse ? Alors, j'ai fait des convulsions enfant et une méningite virale. Et après, à 18 ans, j'ai eu un accident de scooter, et j'ai vraiment eu un coup sur la tête. Mais en fait, on assimile mon épilepsie donc à mes convulsions et ma méningite virale étant enfant. J'ai été traitée jusqu'à l'âge de 6 ans, et puis je n'ai rien eu, et puis c'est ressorti, voilà. C'est des cas fréquents pour vous, M. Bartholomé ? Est-ce que la méningite de l'enfant débouche fréquemment sur une épilepsie ultérieure ? Ça peut. Ce qui est souvent une cause d'épilepsie ultérieure, c'est l'association de convulsions de fièvre dans un contexte infectieux. Ça, effectivement, ça peut laisser quelques séquelles qui sont le lit du développement ultérieur d'une épilepsie, notamment dans les régions temporales. Mais on peut rassurer les parents, c'est pas systématique. Non, les convulsions fébriles, c'est très fréquent et ce n'est qu'une très petite partie qui auront plus tard une épilepsie. Donc, dans la majorité des cas, des convulsions de fièvre sont des événements bénins qui touchent presque 5% de la population. Donc, c'est le plus souvent quelque chose qui reste isolé à l'enfance. Ouais. Vous avez parlé de génétique. Quand on a 2 parents épileptiques, quel est le risque de souffrir de cette maladie ? On a des chiffres à peu près ? Alors des chiffres, je ne peux pas vous les donner parce que c'est une hérédité complexe. Et on parle d'hérédité multigénique, mais c'est sûr que si vous avez 2 parents avec une épilepsie, les risques de développer une épilepsie sont très nettement supérieurs à la population générale. Mais ce n'est pas une hérédité mendélienne classique, donc je peux pas. Il y a des épilepsies en rapport avec des mutations. Là, on peut dire c'est 25-50% de risque. Le plus souvent, c'est une hérédité complexe et il est impossible de vous donner un chiffre précis en fait. Alors, je voudrais maintenant qu'on rentre dans le diagnostic parce que manifestement, vous l'avez dit tous les deux, la première crise, elle n'a pas été dépistée. Combien de temps on a mis, par exemple, pour connaître la maladie de votre fils, Christophe ? Alors, moi, c'est un peu particulier, mais je dirais qu'il y avait un syndrome un peu spécifique. Mais grossièrement, c'était pratiquement 8 ans après la première crise. On savait où on en était réellement. Mais c'est une épilepsie un peu particulière. Mais globalement, aujourd'hui, je pense que Fabrice Bartholomé pourra le confirmer, il va falloir un chemin qui va durer entre 1 an et 2 ans de recherche pour le diagnostic, pour aller vraiment en profondeur, pour essayer de trouver les raisons. Mais ne pas oublier quand même, comme il le disait tout à l'heure, on a 30% des patients aujourd'hui où on n'a pas d'explication. C'est-à-dire qu'on a quand même une grosse partie de patients aujourd'hui qui souffrent d'épilepsie et on n'a pas les raisons, on n'a pas d'explications. Et c'est souvent ces gens-là qui sont en pharmacorésistance parce que les médecins, ils sont obligés de tâtonner et l'équilibre médicamenteux est difficile. Oui, alors on parlera après du traitement. Véronique, entre votre première crise et le nom d'épilepsie prononcé, ça a duré combien de temps ? Disons qu'on a mis beaucoup de temps, voilà, comme vous le disiez, à trouver... Beaucoup de temps, c'est quoi ? C'est 1 an, c'est 2 ans, c'est... Plus. Et vous aviez des crises régulières ? Alors au début, ça a mis un certain temps pour revenir. Et après, je suis allée voir une neurologue qui était très bien. Mais déjà, les traitements médicamenteux, donc on met du temps à trouver un traitement approprié.
Et c'est après, je suis allée voir à l'hôpital Pasteur, donc un médecin qui m'a dit, mais il faut que tu te fasses opérer, sinon tu resteras toute ta vie avec et ça ne sera pas. Oui. Alors les traitements, on en parlera après. Le dépistage, est-ce que pour vous qui êtes vraiment un grand spécialiste, c'est facile ? Alors, vous voulez dire le diagnostic ? Le diagnostic, pardon. Oui, pardon, le diagnostic, excusez-moi. Ouais. Le diagnostic, en fait, ça dépend de la présentation et des compétences des médecins qui voient les patients. Il faut des formations spécifiques dans l'épilepsie pour être un neurologue spécialisé dans l'épilepsie. Et le problème, c'est que beaucoup de neurologues n'ont pas cette formation. Et qu'un patient qui voit un neurologue non spécialisé n'a pas forcément un diagnostic précoce. Et le diagnostic précoce est très important pour éviter qu'une personne fasse des crises, parce que répéter les crises, ça peut être un risque de pharmacorésistance, et puis les crises comportent un danger. Donc quand alors je ne sais pas si vous voulez que je passe l'image suivante. Bon, celle-là, je peux passer. C'était simplement pour vous dire que, alors, puisqu'on parle de diagnostic, ce sont des maladies qui apparaissent avec deux pics, hein, que l'on voit sur cette diapo en haut à droite. Il y a un premier pic dans l'enfance, et puis un deuxième pic, et ça c'est moins connu, après 55 ans. Donc l'épilepsie du sujet, entre guillemets, âgé, c'est extrêmement fréquent, c'est 3-4% de la population. Et on sait pourquoi ça réapparaît à cet âge-là ? Oui, alors le vieillissement cérébral s'accompagne d'une perte des systèmes inhibiteurs. Ça devient un petit peu moins efficace au niveau des interneurones inhibiteurs dans le cerveau. Donc vous avez un risque d'excitabilité accrue. Et donc par le vieillissement simple, il y a un risque accru d'épilepsie. Et puis vous avez des maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, traumatiques, etc., qui s'accumulent avec l'âge. Et qui influencent l'épilepsie. Vous avez des crises d'épilepsie, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer. Alors, parfois, la maladie d'Alzheimer se présente au début comme une épilepsie. C'est assez rare. Hein. Il ne faut pas que les patients avec épilepsie soient inquiets. Le plus souvent, ce n'est pas le cas. Mais voilà, d'une façon générale, beaucoup de maladies du cerveau s'accompagnent d'une hyperexcitabilité et d'un risque de crise. Alors sur le diagnostic, en fait, il y a un diagnostic de la cause, hein, et la cause, je l'ai un petit peu résumé là. Vous avez des causes génétiques ou des prédispositions familiales, et ça donne plutôt des épilepsies qu'on appelle généralisées. C'est-à-dire des épilepsies où tout le cerveau est hyperexcitable. Et vous avez là-dedans les grandes crises, les fortes crises généralisées tonico-cloniques, des absences, des crises myocloniques. Tonico-clonique, excusez-nous, mais grand public, ça veut dire quoi ? C'est des crises grand mal, les crises qui ont donné l'image à l'épilepsie, c'est-à-dire la personne qui tombe et qui convulse. Donc c'est plutôt les épilepsies généralisées qui donnent ça. Et puis vous avez tout un groupe d'épilepsies qu'on appelle les épilepsies focales, où là, c'est une lésion focale dans le cerveau qui est à l'origine des crises. Et donc les manifestations, c'est toutes les fonctions du cerveau qui peuvent être transitoirement interrompues, modifiées par la décharge épileptique. Donc ça peut être un trouble transitoire du comportement, du langage, une hallucination transitoire, des activités automatiques, une rupture de contact, enfin voilà. C'est-à-dire qu'en fonction de la zone concernée, vous avez des symptômes différents. Absolument. Si vous avez une crise qui naît dans le cortex visuel, occipital, le patient va avoir une hallucination visuelle, des troubles visuels, éventuellement d'autres symptômes. Si c'est dans le système moteur, ça va être des signes moteurs, etc. Donc il faut bien connaître, bien sûr, le contexte pour faire le diagnostic. Et sur le plan diagnostique, c'est essentiellement basé sur la clinique. Donc il y a un interrogatoire qui doit être quasi policier pour connaître bien les symptômes que ressent le patient et puis qui vont être décrits par l'entourage. Et l'autre grand axe diagnostique, c'est l'électroencéphalographie. Vous avez un exemple sur la diapo à droite. Alors on peut faire un EEG standard qui dure une vingtaine de minutes. Très souvent, il faut faire un EEG avec du sommeil pour arriver à sensibiliser l'examen. Donc pendant que les gens dorment, vous faites un électroencéphalogramme pendant que les gens dorment ?
Alors on fait venir dans le service, en laboratoire, les personnes et on les fait dormir 1 heure en les privant de sommeil la veille. Et c'est très efficace pour activer les activités épileptiques. Donc c'est vraiment l'élément clé. Et on a par exemple, on parlait des moyens diagnostiques, beaucoup de déficits dans le nombre de praticiens qui peuvent faire des EEG aujourd'hui. Ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux, il n'y a pas assez d'EEG en France. Et dans les hôpitaux, globalement, par exemple, avoir un électroencéphalogramme aux urgences, c'est possible que dans une minorité d'hôpitaux en France. C'est qui est absurde. Hein. Vous avez un électrocardiogramme à tous les coins de rue. Oui. Allez regarder l'activité électrique du cerveau, c'est un truc exceptionnel. Donc aujourd'hui en médecine, il y a une négligence énorme des troubles cérébraux. Tout est axé sur les autres organes, mais aller faire simplement un EEG, c'est exceptionnel. Voilà. Vous l'avez au bout de combien de temps, votre premier électroencéphalogramme, Véronique? Oh là. Oui, non. Ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est presque une chance de pouvoir effectuer un EEG, quoi. Alors déjà, les parents, enfin les gens de l'entourage sont perdus. La personne est perdue, enfin moi j'étais perdue, on le vit tellement mal, on en a honte. Oui, on en parlera de la honte après, c'est un vrai sujet, oui. C'est terrible. Oui. Alors si on ne fait pas les examens tels que le EEG, alors là c'est... Oui. Christophe? Moi je voulais compléter un petit peu ce que disait Fabrice Bartholomé tout à l'heure et Véronique. Moi je m'adresse plutôt aux parents et aux patients aujourd'hui dans l'esprit pour leur dire... dès que vous sentez que vous seriez peut-être prédisposé à faire des crises, ou vous avez fait des crises, et où votre médecin traitant ou votre neurologue vous dit c'est peut-être de l'épilepsie mais qu'il n'y a pas eu d'EEG, c'est vous orienter tout de suite vers un neurologue épileptologue. Et justement, on en reparlera, mais votre association peut donner les bonnes adresses pour ça. Hein. Voilà, c'est votre rôle. On est présent dans quasiment tous les départements, on a des représentants dans les départements et dans certaines communes. Mais c'est très important. Alors, il y a une liste d'attente pour avoir des rendez-vous qui sont énormes. Ça, on en est bien conscient. Tout le milieu médical se bat pour essayer de le réduire. C'est difficile. Mais il faut avoir un rendez-vous, prendre un rendez-vous, même si on doit attendre 6 mois, 1 an, mais le garder et faire un bilan épileptique, c'est très important avec l'EEG, etc. Et je reviens sur l'histoire de l'EEG, si vous me permettez, c'est que... Parce que c'est pas très cher comme examen en plus. En fait, la problématique, elle est là, en fait, c'est de la médecine, c'est ça, c'est que ça n'a pas été valorisé au niveau rentabilité. On est parti sur une rentabilité de la médecine, malheureusement, depuis pas mal d'années. Et vous avez beaucoup d'établissements qui ne le font pas parce que c'est pas rentable de faire pendant 45 minutes un examen de quelqu'un et de dépêcher du personnel pour faire la lecture de ça. Ça, c'est la première partie. Et puis après, on a un déficit aussi en France, et je pense que le professeur Bartholomé pourra me confirmer, de lecture des EEG aussi, puisque là aussi, on a un manque de personnel qui savent lire les EEG aussi. Donc c'est toutes ces parties-là qui sont difficiles. Donc vraiment, il y a une pénurie, en tout cas un manque criant. Vous avez 10% de la population qui un jour fait une crise d'épilepsie, c'est ça le chiffre. Oui. Donc une personne sur 10 potentiellement dans la population a besoin d'un électroencéphalogramme. Vous voyez bien le problème. Oui. Vous n'aurez jamais un EEG pour 10% de la population aujourd'hui, c'est impossible. Et est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle pourra aider à lire plus vite ces examens? Parce que finalement, si la machine les lit, ça libère de l'homme. Alors, on y arrive. Nous, on est une association de patients, et on est sollicité par beaucoup d'entreprises, entre guillemets, de la nouvelle technologie ou de licorne à venir. Alors, il existe aujourd'hui des recherches avec des bonnets, des pages, des t-shirts, etc. On a aussi une entreprise qui est très dynamique, qui, elle, était en train de développer un outil de prise de EEG avec un casque audio. C'est-à-dire que vous écoutez de la musique et vous avez en même temps une prise de EEG. Donc je pense que l'avenir, dans les années qui viennent, on sera là-dessus. Et je crois que les grandes entreprises du type, alors je vais citer plusieurs marques, mais Apple, Samsung et autres, sont en train de travailler sur des casques qui vont pouvoir être reliés avec les montres, etc. Un petit peu comme tout ce qui est cardio, ce qu'expliquait Fabrice Bartholomé. On va y arriver dans quelques années, mais tout doucement. Oui, la difficulté, c'est que l'électroencéphalogramme, pour le capter, il est dans la boîte crânienne et par exemple, c'est 100 fois moins ample
qu'un électrocardiogramme ou qu'un électromyogramme. Donc on a des problèmes techniques pour enregistrer l'activité électrique du cerveau qui ne sont pas du tout les mêmes contraintes que pour l'électrocardiogramme. Et les rythmes électriques du cerveau sont beaucoup plus complexes et variables par exemple avec l'âge. L'EEG de l'enfant, c'est pas le même que l'EEG de l'adulte. Donc il faut... Alors c'est assez complexe. Oui, l'intelligence artificielle peut nous aider, mais il va falloir quand même mettre des capteurs, qu'il y ait du personnel, et que derrière, ça soit interprété médicalement. D'enfiler un casque comme un bonnet de bain avec des électrodes partout, et ça, on ne peut pas l'envisager. Enfin, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Alors, on peut mettre un casque. Le problème, c'est la conductance, c'est de développer des électrodes qui sont capables d'aller capter l'EEG, alors que c'est une activité très très faible. Oui, d'accord. Voilà. Et c'est le problème de l'épilepsie qui est lié vraiment à ces activités électriques anormales. Donc, le diagnostic dans beaucoup de syndromes épileptiques est très basé sur l'EEG. On va faire de l'IRM, on va faire d'autres examens, mais l'IRM n'a jamais remplacé l'EEG. C'était un leurre, en fait. Il y a eu une espèce de remplacement fantasmatique presque de l'électroencéphalographie par la neuroimagerie, mais c'est pas du tout le même type d'information. Oui. C'est comme si les cardiologues ne faisaient plus d'électrocardiogramme parce qu'on a une échographie. Enfin, on est arrivé à des aberrations comme ça. Oui. L'épilepsie, c'est la rythmologie du cerveau. Oui, hein. Donc, tout ce que vous allez essayer de faire, de diagnostiquer, de traiter, c'est de traiter des troubles du rythme électrique du cerveau. Il y a d'autres problématiques, bien sûr, mais au départ, c'est ça le centre de la problématique. Oui. Mais alors, donc, d'après ce que vous dites, Véronique, vous avez été traitée avant d'avoir eu le bon diagnostic. Alors, en pratique, ça se passe comment ? Alors, j'ai vu plusieurs personnes. Donc, je sais que, à force de faire des crises à plusieurs reprises, bon, déjà, on était perdus, on ne savait pas ce que c'était. Donc, j'ai été voir un neuro, mais comme vous le disiez, ce n'était pas un neuro qui était spécialiste. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va aller voir quelqu'un d'autre. Mais vous n'aviez aucun traitement à l'époque. On pédale un peu dans la semoule, oui. C'est ça le problème. Mais la première ordonnance d'un médicament, vous l'avez eu quand et c'était quel type de médicament ? J'avais 20 ans, mais je ne saurais même pas vous dire quel était le médicament, mais on n'a pas le traitement adapté. Oui. Donc ça fait qu'une chose, la personne elle prend un traitement anti-épileptique, mais on est à 2 à l'heure. Oui. Oui. C'est ça le gros problème. Et votre fils, Christophe ? Ça a été ça, en fait. On en parlait ce matin justement avec Fabrice, mais ça a été ça. C'est-à-dire que la première crise, on donne rarement un traitement. Souvent, on attend, les médecins attendent souvent le deuxième crise pour pouvoir mettre un traitement. Je dis bien médecin ou neurologue, mais je ne parle pas d'épileptologue parce que lui a d'abord cherché de faire un EEG, d'analyser la situation. C'est pour ça que je pousse à prendre ces rendez-vous. Et donc, moi, je crois que ça a été au bout de 9 mois ou 1 an, il y a eu un traitement. Mais je crois que le premier EEG, ça faisait 2 ans et demi ou 3 ans où mon fils faisait des crises régulières. Et cette problématique, elle est là, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question. Ensuite, vous avez une autre problématique au niveau des traitements, c'est qu'on va indiquer des traitements qui ne sont pas... qui ont des conséquences au niveau du corps humain. Et pour certains patients, je ne vais pas donner de certains médicaments, mais on va quand même essayer de vérifier les dosages pour savoir l'absorption au niveau rénal des médicaments. Et vous avez des neurologues aujourd'hui ou des médecins qui ne le font pas. Ouais. Donc vous vous retrouvez avec des patients qui sont en surcharge peut-être sur un médicament par rapport à leur capacité d'absorption. Et ça, parce que ce n'est pas un spécialiste de la maladie, on se retrouve avec des situations qui peuvent apporter d'autres problématiques derrière. Alors le spécialiste de la maladie que vous êtes, on va voir la prochaine diapositive, montre que manifestement la liste des médicaments, vous n'êtes pas obligé de tout lire, parce que vous avez beaucoup de médicaments finalement. Racontez-nous un peu ce que vous donnez maintenant. Oui, alors ça c'est une diapositive qui vous montre l'introduction dans le temps des médicaments antiépileptiques, et vous voyez que jusque dans les années 1920, vous aviez très peu de médicaments. Il y avait les bromides au XIXe siècle, par exemple. Quelqu'un comme Flaubert était traité par les bromides et sa transformation physique est très liée aux bromides. Ça fait prendre du poids, ça fait perdre les cheveux, ça ralentit. Et puis il y a eu le phénobarbital, la phénitoïne, qui sont des premiers traitements qui ont été introduits, un peu modernes.
puis la carbamazépine, le valproate, la fameuse dépakine. Ça, c'est des médicaments dans les années 60. Et à partir des années 90, vous avez l'introduction de très très nombreuses molécules antiépileptiques. Et ça continue. Jusqu'à l'heure actuelle, on a des médicaments qui sortent régulièrement. Donc, on a un choix d'à peu près 25 molécules antiépileptiques aujourd'hui, qui sont des médicaments qui agissent au niveau de la transmission neuronale, qui diminuent l'excitation en fait des cellules neuronales. Donc si vous en donnez au-dessus d'une certaine dose, il est évident que l'effet n'est pas spécifique de l'épilepsie. Donc vous pouvez avoir des effets secondaires. Donc un ralentissement, une fatigue. Par exemple, des troubles de type trouble de la concentration, trouble attentionnel, ralentissement, effectivement, fatigue, un petit peu de vue qui se trouble, enfin des symptômes comme ça qui sont assez banals, qu'on essaie de réduire en donnant la dose minimale efficace et puis en faisant des associations complémentaires qui permettent d'avoir une action synergique des médicaments. Et il y a de nouvelles molécules qui sont récentes ou qui arrivent. Vous avez l'espoir d'avoir des médicaments peut-être encore plus précis, plus ciblés, plus spécifiques? Alors il y a des médicaments qui ciblent certains systèmes de neurotransmission, par exemple le système GABA qui est le système inhibiteur dans le cerveau. Donc il y a des médicaments qui augmentent cette transmission. Ou qui diminuent l'excitation en bloquant les canaux sodium. Et puis il y a des médicaments qui arrivent à agir sur ces deux systèmes, par exemple le cénobamate qui est un nouveau traitement qui vient de sortir. On a des nouvelles voies thérapeutiques, par exemple à partir des dérivés du cannabis. Donc vous savez que dans le cannabis, c'est le CBD, le cannabidiol, qui est la partie la plus antiépileptique, qui peut être extraite et donnée aujourd'hui dans certains syndromes épileptiques comme le syndrome de Lennox-Gastaut ou le syndrome de Dravet. Donc ça veut dire que la recherche progresse et qu'on peut espérer pour l'avenir un ailleurs meilleur? Alors ça, c'est la partie, je dis essentiellement l'industrie pharmaceutique de la recherche, parce qu'il faut bien dissocier aujourd'hui la recherche en médecine sur les médicaments, elle est essentiellement liée aux firmes pharmaceutiques. Donc il y a beaucoup de travail de ces firmes pour introduire de nouveaux traitements. Après, malgré tout, le taux, vous voyez cette courbe ascendante de traitement antiépileptique, le taux de pharmacorésistance, c'est-à-dire le nombre de patients qui ne répondent pas complètement à ces traitements, reste assez stable. C'est à peu près 30%. Ça veut dire que vous avez presque un tiers des patients qui n'ont pas un contrôle complet, voire parfois pas du tout, de leur épilepsie. Et ça, les épilepsies pharmacorésistantes, ce sont les plus embêtantes. Et là, vous avez d'autres solutions? Alors là, il y a d'autres solutions. Je ne sais pas si on passe à la... Oui, on va passer à la chirurgie. Voilà. Donc globalement, la prise en charge des épilepsies, il ne faut pas négliger aussi tout ce qui est accompagnement du patient, traitement des comorbidités. On ne peut qu'insister sur le fait que les maladies épileptiques sont des maladies neuropsychiatriques, comme beaucoup de maladies du cerveau. D'ailleurs, la distinction neurologue-psychiatre est un peu stupide parfois et aboutit à des catastrophes. Cette dichotomie est catastrophique, et notamment en épileptologie. Parce que des maladies chroniques du cortex cérébral s'accompagnent, dans une majorité de cas, de troubles anxieux, par exemple, ou de troubles dépressifs. On a une incidence accrue de troubles de type syndrome de stress post-traumatique dans l'épilepsie, qui sont eux-mêmes en partie liés aux crises et à la prise en charge de ces crises. La médecine est souvent très traumatisante, il ne faut pas oublier ça. Donc tout ça, c'est très important de prendre en charge. Après, vous avez d'autres techniques qu'on appelle autour de la chirurgie de l'épilepsie. Chirurgie de l'épilepsie, ça peut être des techniques curatives. Le but là, c'est de localiser dans le cerveau en faisant un bilan, alors la plus poussée, qu'on appelle pré-chirurgical, de la région épileptique, et on va l'enlever chirurgicalement. Véronique pourra témoigner de ce genre de technique. Et puis, si c'est pas possible, on a des techniques palliatives. Alors là, c'est des techniques surtout
de neurostimulation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer une stimulation au cerveau pour le rendre moins apte à générer des crises. Deux grandes formes, pour schématiser. Une technique de stimulation qui est la stimulation du nerf vague. On stimule un nerf périphérique, le nerf vague, et indirectement ça retentit sur le cerveau et ça permet de diminuer la fréquence des crises dans une proportion de patients significatif. Et puis on développe de plus en plus, et je sais qu'il y aura une session demain sur la stimulation cérébrale profonde. Dans l'épilepsie, les cibles ne sont pas les mêmes que dans la maladie de Parkinson, par exemple, mais c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus, et il y a une intense recherche autour de ces techniques de stimulation. Voilà en gros ce qu'on peut proposer à des patients. Alors il y a d'autres formes de stimulation, notamment on développe actuellement avec un projet européen la stimulation transcrânienne par faible courant électrique, qu'on pourra peut-être faire dans l'avenir à domicile, chez des patients qui ont leur système chez eux pour se stimuler. Voilà, ce sont des techniques à l'étude. Après, dans les maladies du cerveau, la recherche, elle est toujours lente, assez lente. Comme toute la recherche en général, globalement, non? Plus encore? Peut-être un peu plus, oui. Moi, je voudrais très rapidement, Véronique, que vous parliez de cette intervention, parce que je voudrais qu'on garde un petit peu de temps, non seulement pour les questions, mais surtout pour le côté tabou de cette maladie et dont vous avez été victime et vous êtes peut-être encore, enfin, des réflexions. Donc la chirurgie, pour vous, vous l'avez vécue comment quand vous la proposez? Le micro, s'il vous plaît. Pardon. Non, c'est vrai qu'au début, on y pense, mais on recule. Mais si je devais le refaire, je le referais. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dur, parce que il y a beaucoup de choses à entreprendre. Il faut être très entouré. Moi, c'était temporal. Donc, selon que ce soit temporal, c'est à Marseille, frontal, c'est à Grenoble. Mais franchement, moi, j'encourage tous les gens qui peuvent se faire opérer à le faire. Ma vie a vraiment changé. Et alors, en plus, vous avez eu des jumelles. Voilà. Et je me rappelle la première neurologue que j'ai été voir. Bon, elle savait que moi, j'adore les enfants. Et elle m'avait dit, mais vous ne pourrez pas avoir d'enfants. Mais je pense qu'elle a voulu me préserver. Mais là, vraiment, les gens qui souffrent d'épilepsie et qui songent à se faire opérer, mais il faut foncer là. Il faut vraiment foncer. Merci pour ce message. Ce que je voudrais, c'est qu'on parle maintenant, en quelques minutes, du côté absolument dramatiquement tabou et de toutes les idées fausses qui circulent sur cette maladie. En fait, un petit peu comme à l'image de ce que disait Fabrice Bartholomé tout à l'heure, on a une stigmatisation en fait des patients épileptiques qui remonte à l'ancien temps, on va dire, où on parlait de possession, de sorcières, etc. Ça, c'est resté ancré un petit peu dans la société, et c'est ce regard-là que nous, au niveau de l'association, on essaye de changer. C'est très difficile parce que voir une crise tonico-clonique qui est la plus violente à voir, c'est choquant. Moi, je pense que les gens, il faut qu'ils sachent au moins une fois dans leur vie à quoi ce qu'il en est pour qu'on puisse se rendre compte et puis connaître des interventions à faire. C'est-à-dire qu'on a un cordilleraton, on a des légendes urbaines sur les crises d'épilepsie qui demeurent. On travaille pour pouvoir les faire tomber, du type essayer de mettre, quand quelqu'un fait une crise tonico-clonique, mettre quelque chose dans la bouche qu'il ne faut surtout pas faire, ou faire de l'eau, ce genre de choses. C'est juste mettre la personne en sécurité, et puis... Position latérale de la sécurité, voilà. Et on attend. Une fois que la crise est terminée, d'essayer d'éviter qu'elle se cogne quelque part, si elle fait une crise tonico-clonique, si elle fait des absences, essayer de vérifier que la personne ne se met pas en insécurité, parce que si elle marche dans la rue, qu'elle continue à marcher, essayer de l'arrêter dans sa démarche. Mais globalement, c'est l'entourer. S'imaginer au réveil de sa crise, au sortir de sa crise, de l'entourer parce qu'elle a eu un choc temporal. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, peut-être quelques minutes, elle n'était pas là. Elle était totalement absente donc par la crise, mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Si elle est épileptique et qu'elle le sait, elle sait qu'elle a fait une crise. Mais
l'entourage a changé à son niveau. Il y a un choc. Donc ça, et puis le tabou, c'est quand on fait des sensibilisations avec l'association, que ce soit en milieu scolaire ou en entreprise, on a des remarques, mais je pense qu'ils sont hallucinantes pour un médecin. Mais quand on nous dit je veux pas envie avoir un enfant épileptique dans la classe de ma fille ou de mon fils parce que j'ai pas envie qu'il attrape une épilepsie, enfin vous voyez, des choses hallucinantes comme ça. Et Véronique, vous m'avez raconté aussi la première fois où on vous a ramassé, on vous a dit que ce serait bien que vous arrêtiez de vous shooter. Alors une fois, j'ai été ramassée par les pompiers, il y a très longtemps. Et ils m'ont dit qu'il fallait que j'arrête de me shooter. Et finalement, je suis rentrée chez moi, donc en train. Et ma plus jeune sœur a été tellement bouleversée. Hein. Elle est allée les voir. Elle dit, mais ma sœur ne se shoote pas. Elle a fait une crise d'épilepsie. Mais elle en pleurait toutes les larmes de son corps. Donc je trouve qu'il serait bien, c'est que, comme vous le disiez, c'est qu'on explique, mais en 3 mots, ce que c'est qu'une crise d'épilepsie. C'est totalement méconnu. Enfin, peut-être pas totalement, mais c'est vraiment méconnu. Je voudrais qu'on prenne éventuellement quelques questions. Bien sûr. Hélène. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Beaucoup de sujets ont été abordés. On voit pas bien la oui, alors, nous avons une question sur la droite. On se rend compte effectivement de l'importance de ces échanges, à la fois sur la connaissance et les tabous. On vous écoute pour votre question. Bonjour, merci beaucoup tout d'abord pour toutes ces informations et ces témoignages qui sont vraiment très prenants. Je voudrais, alors Monsieur Lucas a déjà un petit peu répondu à cette question, mais je voudrais avoir votre avis. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à des jeunes professionnels de la petite enfance qui peuvent être confrontés à des jeunes qui pourraient faire une crise d'épilepsie pour une première fois au niveau des conduites à tenir? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Comment réagir? Et puis comment appréhender cela? Alors moi je dirais que la première chose, c'est quand vous êtes dans la petite enfance, etc., essayez de vous adresser déjà à notre délégation locale, parce que on forme tous nos bénévoles à sensibiliser et à informer les familles. On a des brochures qu'on fait. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'objectif principal en milieu scolaire et en milieu public, c'est de dédramatiser la situation. C'est surtout rajouter un drame ou un stress pendant une situation ne va pas résoudre le problème, en fait. Et si on dédramatise, généralement, ça se passerait bien. Et je donnais l'exemple de sensibilisation en école. On a souvent une barrière en école avec des enseignants. Mais les enseignants, pas parce que c'est la peur de la crise, c'est la peur de ne pas savoir ce qu'on doit faire pendant cette crise. Est-ce que dans le brevet de secouriste, par exemple, il y a quelques mots sur l'épilepsie? C'est comme le cahier des charges d'Air France, c'est 4 lignes. D'accord. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, nous en avons une là. Alors écoutez, j'ai ma petite fille qui fait des crises d'épilepsie comme ce monsieur vient de le décrire. Donc décrochage scolaire, je l'ai eu une semaine à la maison, il fallait travailler, il fallait faire la fable de La Fontaine. Alors j'ai fait ça, on a travaillé ça, mais un peu de manière théâtrale. Elle a marché plein pot dans le truc avec l'intonation, et ça a été du bonheur. Mais le décrochage scolaire, c'est l'horreur, c'est terrible. Elle est marginalisée, elle a dû redoubler sa scolarité. On ne la calcule plus dans la cour. Moi, je vais marcher avec elle, on fait des choses extraordinaires. C'est exactement ce que vous décriviez. Et je vais la voir là au début des vacances de Pâques. On va faire des balades, on va aller marcher, et c'est une manière, et elle est valorisée. Et lorsque j'ai discuté avec la maman, quand Zoé lève le doigt pour « je connais ma récitation », on la calcule pas. Alors, quelle est votre réaction, Christophe? Au niveau scolaire, déjà, on a une grosse problématique parce qu'il y a tout l'impact de la médication. On n'imagine pas, c'est ce qui a été dit un peu tout à l'heure, c'est l'impact de l'épilepsie, c'est-à-dire qu'on a un ralentissement au niveau cérébral à cause des médicaments, mais aussi la fatigue des crises d'épilepsie, parce que c'est pas anodin.
Et on a un rythme scolaire qui doit être réadapté et doit être pris en compte. Ça, c'est très compliqué. Il existe des établissements en France, il y en a un à Toulouse qui s'appelle Castelnouvelle et un autre en Bretagne qui s'appelle Toularwatt. Ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait que 2 établissements et il y a à peu près dans chaque établissement, alors les chiffres ne sont pas tout à fait sûrs de ma part, mais il y en a un où il y a un peu plus de 80, ils sont à peu près 160, entre les 80 et 80 enfants, qui vont de 6 ans à 20 ans, pris en charge. En Bretagne, c'est un internat. C'est que des jeunes qui sont épileptiques et ils sont en milieu scolaire, il y a des partenariats avec l'éducation nationale et ça fonctionne très bien. Alors, Merci. Véronique? Si je puis me permettre, mais je comprends totalement ce que vous ressentez, parce que c'est vrai que ça met totalement de côté. Donc, alors, moi, ce que j'essaie de faire au jour d'aujourd'hui, c'est pas de remplacer les parents, parce que les parents, c'est un combat. La maman vient régulièrement à l'Enval, elle a un traitement. Alors oui, effectivement, Zoé, qu'est-ce qui se passe? Elle est là, et puis d'un seul coup, il n'y a plus personne. Oui. Il n'y a plus personne. Et, oui. Et ça dure pas très longtemps. Hein, je joue aux boules avec elle. Le cochonnet est là. Les 2 premières boules, ça s'est bien passé. La fois d'après, la boule, elle allait là-bas, elle allait là-bas. Et quand elle a repris recouvré ses esprits, excuse-moi, papy. Monsieur, on va quand vous ne savez pas ça, quand on ne sait pas... Elle culpabilise. Oui. Mais merci monsieur pour ce témoignage. On va là. peut-être laisser la parole aussi à d'autres personnes. Vous vouliez rajouter quelque chose, Christophe? Oui, dans la petite enfance, on a souvent, moi j'y pense, que demain vous allez parler des troubles 10, et on a pas mal de troubles 10 dans la petite enfance qui sont un des stigmates de l'épilepsie, ça arrive fréquemment. Mais il y a aussi, on a beaucoup d'enfants où on leur dit c'est Pierrot la Lune, etc. Il faut se poser la question, peut-être, d'aller voir un neurologue de temps en temps, parce que Pierrot la Lune, ça veut dire qu'il y a des absences, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pierrot la Lune, ça vous dit quelque chose? L'épilepsie, une des grandes manifestations, c'est un trouble de ce qu'on appelle l'expérience consciente, c'est-à-dire la capacité que l'on a à interagir avec le monde extérieur. Et beaucoup de crises d'épilepsie, notamment des absences, ce que vous décrivez, c'est très évocateur d'absence, ce sont des interruptions brutales du flux de conscience, c'est-à-dire que la personne est pendant quelques secondes, 1 minute, incapable d'interagir avec le monde extérieur et les autres personnes. Donc ça paraît très étrange, évidemment, si vous avez quelqu'un devant vous qui regarde fixement, ne vous répond plus, etc., a parfois des petites activités automatiques. Mais il faut savoir que c'est juste l'interruption de certains systèmes. Donc vous aurez une conférence peut-être là-dessus avec Stanislas Dehaene, sur les systèmes de conscience. Peut-être qu'il ne parlera pas de ça parce que c'est plus trop son thème actuel. Mais on a travaillé même avec son équipe là-dessus. Mais donc il y a des systèmes dans le cerveau qui servent à générer l'expérience consciente et qui sont interrompus par la crise d'épilepsie. Donc il n'y a rien de mystérieux. Ce qui est mystérieux dans l'épilepsie, c'est que c'est lié au fonctionnement du cerveau. Ce que fait un trouble du rythme dans le cœur, c'est d'essouffler la personne, de la rendre incapable de faire un effort physique. Ce que fait un trouble du rythme dans le cerveau, c'est beaucoup plus complexe, ça paraît bizarre, donc ça donne naissance à des tas d'interprétations qui sont à l'origine de cette stigmatisation, de ces tabous. Et là, je voudrais dire qu'il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que beaucoup de ces tabous, de ces stigmas passent par l'image médiatique de l'épilepsie. Et que vous, journalistes, presse, etc., vous avez un rôle majeur là-dedans, majeur pour renverser cette image. Et c'est essentiel. Merci beaucoup. Vous avez la gentillesse de venir. On va prendre une dernière question, une question courte, réponse courte. On est déjà au terme de notre conférence. On vous écoute, madame. Bonjour à tous, et je voulais remercier madame Véronique de son témoignage, qui je pense va donner beaucoup d'espoir aux gens concernés. Et je voulais vous demander, vous avez dit, après l'opération, il faut être entouré. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une phase de récupération? Et comment, si vous pouvez expliquer un peu comment ça se passe? Merci. Bien sûr, mais déjà on revit, donc on change, mais dans le bon sens, mais il faut se remettre de l'opération. Et il y a des choses qui ont tellement changé qu'il faut s'y adapter, mais comment vous dire, on se sent
tellement bien, qu'on avait tellement l'habitude que tout le monde soit auprès de nous, prenne soin de nous, des fois trop, c'est pas trop, que là on devient indépendant. Voilà, on passe de l'enfance, parce j'étais pas une enfant, mais on devient adulte, autonome, on fait tout soi-même. Donc c'est difficile, autant pour notre famille, parce que moi j'ai la chance d'avoir une famille qui a toujours été près de moi et qui a vécu ça avec moi. Ça a été autant difficile pour ma famille que pour moi. Donc des fois, c'est difficile aussi pour la famille de dire « ça y est, j'ai grandi ». Enfin, j'ai grandi, vous voyez. Donc ça a été, voilà, il a fallu un temps d'adaptation, mais qui s'est fait très rapidement. Mais c'était, psychologique, bien sûr, on imagine, mais surtout, moi je parle des séquelles physiques de l'opération. Alors physiquement, j'avais mis une photo, parce que voilà, moi comme c'est temporal, j'ai un petit trou, j'ai, voilà, un tout petit dans la trou. tête, voilà, mais ça ne me gêne aucunement, si vous voulez. Mais je sais qu'une fois, je sortais avec un homme qui me dit « Ah, t'as un trou !» Mais qu'est-ce que j'en avais à faire? Je me sentais bien, tout allait bien, j'étais guérie. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup, Véronique, pour ce témoignage. Pour terminer, je vous signale que Monsieur Lucas sera à l'entrée pour répondre à toutes vos questions. Poussez-le à le faire. Il sera juste à droite en sortant là pour présenter son association et répondre à vos questions. Je vais juste dire un dernier mot par rapport à ce que disait tout à l'heure Fabrice, par rapport aux médias en général. Déjà, vous remercier de nous accueillir déjà. Et l'association Épilepsie France, on est présent dans toute la France. On s'est doté cette année, on a eu depuis l'année dernière, on a un parrain qui s'appelle qui est le comédien Frédéric Bourali qui nous soutient, oui. Et une marraine qui s'appelle Ava, qui s'appelle Eva Ménard, qui est chanteuse et qui elle est patiente et qui montre au quotidien que malgré l'épilepsie, on peut vivre normalement et donc la vie d'abord. Merci à nos invités, merci Anne, merci beaucoup. Et on se retrouve. Et on se retrouve dans quelques minutes donc pour aborder d'autres maladies aussi qui souffrent de tabous et qui sont les maladies psychiques. À tout de suite, merci à vous.